Salut, David Mendes ici et j'espère que l'été se passe bien de ton côté. De mon côté, je prends une petite pause et je prépare la saison 5, donc la rentrée pour Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Et aujourd'hui, je t'apporte un trésor, un autre trésor de la voûte Papa PhD, ma conversation sur la place des docteurs en entreprise avec Ilham Amekran. Alors, bonne écoute et très important, bon partage. Je pense qu'on le voit, hein, les startups qui se créent de plus en plus, et il y en a quand même pas mal dans le monde médical, de façon très large, sont beaucoup moins réfractaires à recruter des docteurs. Et là, je vois passer de plus en plus d'annonces où on cherche, on dit voilà, soit école de commerce, école d'ingé, ou PhD, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps encore. Donc les mentalités commencent à évoluer et ce type de structures-là sont plus à même de capitaliser sur les compétences qu'on acquiert au cours du doctorat et de se rendre compte que tous les docteurs ne se valent pas, tout comme tous les ingénieurs ne se valent pas et tous les gens d'école de commerce ne se valent pas, hein. Bienvenue à cette nouvelle entrevue Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Ilham Amekran. Après un doctorat en biologie et quelques années de postdoc, Ilham a eu l'opportunité d'avoir une expérience dans le privé au sein d'une PME en pleine croissance. Très vite promue à un poste de direction, elle a été amenée à travailler dans toutes les fonctions de la société. GRH, management des hommes, planification, suivi, prospection, réponse à eau. Les 3 années passées dans cette entreprise lui ont permis de façon assez contre-intuitive au départ de mettre en pratique les compétences développées grâce au doctorat. Persévérance, capacité d'analyse et d'adaptation, force de proposition, résolution de problèmes complexes et bien d'autres. Aujourd'hui, Ilham formalise cette expérience au cours d'un MBA en Management et Administration des entreprises à l'IAE de Paris, ce qui complétera un panel de connaissances qui enrichiront d'autant plus son parcours et son profil. Bienvenue sur Papa PhD, Ilham. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je suis super intéressé à entendre ton histoire et ton parcours, surtout du fait que tu as eu une transition assez rapide et avec assez de succès dans le privé. Et c'est un peu le privé, quand on en parlait avant l'entrevue, c'est un peu une boîte noire pour les doctorants et doctorantes. Il y a plusieurs aspects de la transition vers le privé qui sont importants et qu'on ne nous apprend pas quand on est à l'école doctorale, quand on est dans notre projet de doctorat. Donc, merci d'avoir accepté mon entrevue, d'être sur Papa PhD et d'en parler. Je voulais juste te remercier encore une fois d'être là et te permettre, si tu le veux, d'ajouter quelque chose à la bio un peu condensée que j'ai partagée. Un élément à ajouter, qu'est-ce que tu ajouterais en premier? Merci déjà de m'avoir invitée quand même et ouais, c'est vrai que le résumé il est assez concis. Je pense que ce qu'on ne ressent pas dans ce résumé-là, c'est le fait que ça a été un coup de poker pour moi de changer de voie. Parce que j'étais en postdoc, hein, quand on m'a débauchée pour aller, travailler dans cette boîte et j'avais, 2 semaines pour me décider, donc ça a été très, très, très rapide. Voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de stress et puis ce qui m'a décidé, bon, c'est d'une part, c'est que mon directeur de labo à ce moment-là, quand j'en ai parlé, était hyper ouvert et m'a laissé, totalement libre de prendre ma décision de façon sereine. Ça, c'était Ça, c'est super. génial. Et puis d'autre part, le fait que je me suis dit: «De toute façon, si ça fonctionne pas, si ça ne me plaît pas, rien ne m'empêche de revenir dans la recherche académique par la suite». Ouais, c'est clair. C'est quand même un des avantages de ne pas être, figé, sur un poste et de pas avoir suffisamment de postes peut-être, c'est qu'on peut tout de même, partir ou revenir, si jamais on ne trouve pas notre bonheur ailleurs. Mhm, Donc mhm. si je pouvais dire un truc, c'est, si vous avez une opportunité, bah, testez, tentez. De toute façon, toute expérience est bonne à prendre, hein, même les mauvaises. On apprend toujours quelque chose sur soi-même ou sur ce qu'on ne veut plus faire ou ce qu'on aimerait faire, Mhm. faut pas hésiter. Oui, mais c'est intéressant que tu dis ça. J'ai déjà eu une autre conversation sur un autre épisode. C'était avec Jonathan Weitzman. Et lui aussi a voulu tremper son orteil dans la piscine du privé à un moment donné. Et on lui a dit la même chose. Mais on lui a dit, vas-y, mais tu sais, si tu reviens dans 6 ans, 1 an, ça va être simple de revenir. Après, il y a comme une fenêtre où il faut faire gaffe. Mais, Bien sûr. je trouve ça très pertinent, oui. Mmh, bien sûr. Et donc ton thème, ton Oui, titre de mémoire oui. qui m'a beaucoup inspiré.
Oui. Alors mon sujet, le sujet général que j'aimerais étudier, c'est, les docteurs peuvent-ils faire de bons managers? Voilà, Mhm, parce que quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à mon sujet de MBA, je suis partie au départ sur d'autres voies, hein, parce que j'ai découvert, beaucoup de choses pendant ma formation et je voulais partir sur tout ce qui touche à l'entreprise libérée, par exemple. Donc ce qui est super intéressant aussi, mhm, mais qui finalement était assez loin de mon parcours et assez loin de ce qui pouvait m'enrichir pour la suite, justement. Et je me suis aperçue finalement que ma préoccupation déjà purement, personnelle était comment comment vais-je faire pour valoriser, mon profil un petit peu atypique avec, un doctorat, quelques années de post-doc, 3 ans, dans une PME à faire, beaucoup de choses mhm. et maintenant un MBA. Comment est-ce que je vais réussir à passer, cette barrière du CV, cette barrière de voilà de la candidature et est-ce que ça risque d'être un problème ou pas? Mhm. Et là, du coup, j'ai commencé un petit peu à discuter avec pas mal de monde sur LinkedIn. J'ai commencé à rajouter des gens, enfin, commencer à m'initier un petit peu au réseautage, qui est pas forcément évident, au départ. Et je me suis rendu compte que, bah, d'une part, même si ça augmente et même s'il y en a de plus en plus, la proportion de docteurs en entreprise reste quand même assez faible par rapport à d'autres Mhm. pays d'Europe ou du monde. Et puis si en plus on va plus loin et qu'on se demande quelle est la proportion de docteurs à des postes de manager, il y a pas beaucoup d'infos. Ok. On trouve pas beaucoup de choses. En tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses pour l'instant, mais je suis encore en pleine recherche. Et c'est vraiment une question qui m'interpelle parce que c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans finalement. Oui. Et aujourd'hui, si je voulais, repostuler au même type d'emploi, bah, je sais pas si je réussirais à passer ce fameux cap du CV Ok. et du premier entretien, en fait. Donc mon sujet, c'est les docteurs peuvent-ils faire de bons managers? Et je cible un petit peu, ce domaine qui est quand même assez vaste, en essayant de m'attacher à, la valorisation des compétences transférables. Ce Mhm. qu'on apprend, toutes ces compétences qu'on acquiert au cours du doctorat, qui peuvent sembler spécifiques dans un premier temps, mais qui finalement peuvent totalement être transférées, au monde de l'entreprise et également à des postes de manager. Donc Mhm. voilà, ce sera, ce sujet-là que sur lequel je travaille et je vais avoir besoin de données, hein. Je vais avoir besoin de parler avec des docteurs, de des RH, des recruteurs, des dirigeants, des managers, des gens qui sont docteurs à des postes de manager, qui ont essayé, Mhm. qui n'y sont pas parvenus, d'autres qui souhaiteraient, d'autres qui ont détesté aussi, hein. Ah oui. Tout est bon à prendre et j'aimerais vraiment avoir toutes ces données-là pour pouvoir, essayer d'en sortir, quelque chose d'un petit peu cohérent et qui puisse, permettre de répondre un petit peu à cette problématique-là et peut-être réconcilier un petit peu plus le monde de l'entreprise et les PhD. Oui, je serais très intéressé à voir tes résultats. Donc je te souhaite Avec plaisir. une bonne recherche et après une bonne rédaction. Merci. Maintenant, maintenant si on recule un peu dans ton Mmh mh. histoire, comme tu dis, tu as eu un coup de poker, tu as eu cette invitation et tu as eu la chance, à mon avis, d'être invité dans une parce et je dis ça à cause de quelque chose que tu viens de dire, parce que tu as dit: «J'ai fait plein de choses dans cette PME». Donc d'être invité dans une organisation qui, déjà avait l'ouverture de t'inviter, donc il y avait une certaine ouverture là et pas de préjugés potentiellement par rapport au Mmh. PhD. Mais 2 où peut-être du fait de la taille de la PME, tu as pu expérimenter et tu as pu tester différentes choses. Donc, tu as dû... parle-en un petit peu. C'était quoi ton expérience d'être en PME? Quels avantages tu as trouvé à être quelque part qui t'a permis de tester plein de choses professionnellement? C'était une expérience, assez incroyable, hein, c'était génial, c'était très difficile par moments, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'arriver dans une boîte qui déjà vraiment m'a accueilli sans préjugés par rapport au doctorat, hein, mais bon, je connaissais un des fondateurs et il m'a fait confiance sur ce point-là. Mhm. Au départ, j'étais recrutée c'est une boîte de prestation de services Ok. qui reste quand même un petit peu connectée à la recherche, parce qu'elle place du personnel de recherche en animalerie. Ok. Donc voilà, ça me permettait quand même d'avoir, le secteur, je le Rester connaissais un petit connexe, peu. oui, oui. Ouais, après la partie, entreprise en tant que telle, bah, j'ai découvert que je ne connaissais absolument rien. Donc c'est assez, difficile de se dire: «Punaise, après toutes ces années finalement, bah, je ne sais pas comment fonctionne une entreprise, je n'en ai aucune idée». Oui. Donc ça montre un petit peu les lacunes qu'on peut avoir au cours de la formation doctorale. En tout cas à mon époque, hein. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place, donc c'est super. Mais oui, ce qui a été super, c'est qu'on m'a accueilli donc à bras ouverts et qu'on m'a laissé vraiment, quartier libre.
Donc c'était un coup de poker aussi Oui. pour l'entreprise, hein, parce que ça aurait pu, très mal se passer. Oui. Mais mais ça s'est très bien passé et je leur en serai reconnaissante, mais pour toujours, quoi. Enfin, Mmh. ça reste des amis aujourd'hui, hein, tous, hein, c'est que ce soit mes équipes ou mes patrons, enfin, on est encore très proches et toujours en Mmh. contact. Et ce qui a été super, c'est que oui, j'ai pu toucher à tous les aspects de la gestion d'entreprise. Donc quand je suis arrivée, c'était pour gérer normalement un site. Mmh. Finalement, ça avait pris un petit peu de retard, donc je me suis retrouvée au bureau, au siège, en ne sachant pas trop ce que je devais faire. Donc ça, c'est après coup que je peux le dire, mais je pense que c'est un petit peu une déformation du doctorat, c'est que si, bah, il y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire, On donc cherche, on trouve. on cherche des infos. On cherche, on cherche, on cherche, on trouve et puis il y avait plein de choses à faire en fait finalement, des petites choses, qui pour moi ça faisaient sens, qui me semblaient du pragmatisme, des Mmh. petites choses à mettre en place en termes de reporting, en termes de suivi, en termes de connaissance des équipes. Donc on m'a laissé le champ. Donc du coup j'ai contacté les clients, j'y suis allée, à mes premières réunions clients qui sont pas toujours bien passées parce Mmh. qu'en général quand on appelle, les responsables, c'est qu'il y a un problème. Enfin, on Mmh. connaît Mmh. on connaît tous le truc. Et puis la rencontre avec les équipes, qui Oui. finalement voyaient arriver quelqu'un, d'on ne sait où, Mmh. qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton rôle dans cette boîte? Et Mmh. heu et après il y a aussi des compétences, interpersonnelles qui rentrent en ligne de compte, ça c'est Oui. sûr. Et j'ai pu nouer vraiment des relations extrêmement fortes avec mes managers et tout faire pour leur faciliter le travail au quotidien. Donc et à côté de ça, toucher à des aspects financiers, à des aspects de réponse aux appels d'offres, à des aspects de prospection et de suivi client, à des aspects de RH, hein, que du recrutement jusqu'au licenciement d'une personne, ce qui est moins fun et moins sympa. Oui. Et en même temps, après, vraiment à l'élévation des compétences de chacun. Mmh. Ça a été Mmh. mon gros chantier, la chose qui me tenait le plus à cœur, c'est de faire en sorte que mes équipes puissent évoluer, tant, d'un point de vue, salarial, hein, que d'un point de vue engagement dans leur poste et d'un point de vue valorisation de leur travail et de les faire évoluer vers un vrai rôle de manager qu'ils n'avaient pas forcément quand je suis arrivée. Mmh. Et ça a été un travail de longue haleine, mais ça a été un travail d'équipe qui a payé. Et comme je leur disais, comme je leur disais en arrivant, moi mon but c'est de ne plus, avoir rien à faire ici. Donc maintenant on fait tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez et que vous m'appeliez qu'en cas d'extrême urgence. Et Génial, quand je suis partie, c'était le cas. Donc c'était super, génial. c'était Là, super. tu me fais penser à quelque chose, une conversation que j'ai eue il y a Mmh mh. très longtemps et parce que souvent, si on sort, de notre doctorat, on commence à regarder des offres d'emploi et il y en a des intéressantes, mais où, il faut 3 ans d'expérience ou, en tout cas et souvent dans des plus grosses organisations, dans des plus grosses Oui. sociétés et donc ce concept, cette idée de trouver, des plus petites entreprises dans Mmh le mh. même domaine où on peut qui peut ça peut servir un peu de ça me fait penser de Le navire-école, tremplin. oui, Ouais. où on va Ouais. on va apprendre tous les quarts de métier quasiment et où on Ouais. va pouvoir apprendre le langage, apprendre la culture, heu, expérimenter les problèmes et les difficultés parce que tu en Mmh. as parlé, c'est vrai qu'une entreprise, il y a des obstacles, il y a toujours des Bien sûr. choses à résoudre. En plus, quand il y a des interlocuteurs à l'externe qui peuvent avoir, des demandes ou des clients même, c'est vrai que quand on est au doctorat, quand on est au labo, c'est pas des choses auxquelles, auxquelles on touche, Mmh. de la RH et cetera. Non. Mais je trouve que c'est très il y a eu un côté chance, et ça, on peut pas le prévoir. Mais basé sur ce que tu viens de dire, quelqu'un pourrait faire de ça une stratégie, trouver, bon, j'aimerais travailler chez cette société, mais ils demandent 3 ans d'expérience. Mmh mh. Et ça, je l'ai pas. C'est dans l'univers de cet espace industriel ou en tout cas de ce domaine, c'est qui les autres joueurs? Et est-ce qu'il y en a qui sont de taille plus petite et qui seraient peut-être plus ouverts à me recevoir et où je pourrais apprendre et éventuellement transiter à quelque chose de plus grand? Je trouve que ça pourrait Ouais, tout à fait, être une stratégie à suivre. tout à fait.
Je pense qu'on le voit, hein, les startups qui se créent là de plus en plus et il y Ouais. en a quand même pas mal dans le monde, médical Ah de oui, façon oui. très large, sont beaucoup moins réfractaires à recruter des docteurs et là, je vois passer de plus en plus d'annonces où on Mmh. cherche, où on dit voilà, soit école de commerce, école d'ingé ou PhD, ce qui était pas le cas il y a quelque temps encore Mmh. donc ça les mentalités commencent à évoluer et ce type de structures-là sont plus ouvertes, sont plus à même de capitaliser sur les compétences qu'on acquiert au cours du doctorat et Mmh. de se rendre compte que ces profils-là, alors tous les docteurs ne se valent pas, tout comme tous les ingénieurs ne se valent pas et tous les gens d'école de commerce ne se valent pas, hein, attention et encore une Mmh. fois, les Mmh. compétences interpersonnelles restent importantes, mais il n'empêche qu'on acquiert des capacités de travail au cours du doctorat qui gagnent à être plus valorisées et j'ai appris récemment et je ne savais pas que maintenant il est possible de prendre 6 mois de césure pendant le doctorat pour aller, bosser en entreprise par exemple ou autre, mais alors je ne sais pas si ça existait quand j'ai passé ma thèse, hein. Moi j'ai passé ma Mmh. thèse en 2011 donc j'ai soutenu en 2011 donc ça date un petit peu, mais en tout cas j'étais pas au courant du tout de ces outils, de ces process-là qui étaient Oui, mis en place aujourd'hui et je pense que ça gagne à être un peu plus aussi, faire de la pub là-dessus parce que c'est oui. important. Je pense qu'il y a une éducation à faire sur le fait que l'entreprise, c'est pas forcément mauvais. Oui. C'est pas, enfin, je parle pour moi, hein. Pour moi, à l'époque, l'entreprise, c'était le diable incarné. Mmh mh, C'est, mmh la mh. recherche, fondamentale versus le capitalisme monstrueux. Oui, Sauf que, c'est pas si manichéen et que les zones de gris sont très nombreuses et surtout on apprend énormément des différents modes de fonctionnement, des différents modes de travail et on gagnerait vraiment à ce qu'il y ait plus d'interconnexion entre les docteurs, les doctorants et les entreprises. Mais ça commence, enfin ça oui. commence, ça se met de plus en place. Pas mal d'écoles. Et comme tu dis, de plus en plus, avec cette histoire de l'argent qui est mis dans les startups de deep tech, et cetera, Ouais, de plus en plus, la frontière est ténue entre ces 2 oui. univers et donc de plus en plus, il va y avoir de la place. Mais je trouve que ce que tu disais d'aller 6 mois, faire un stage, en entreprise, c'est quand même si la frontière est ténue, on gagne beaucoup quand on sort du milieu universitaire d'aller Mmh, tremper dans ce milieu parce qu'il y a tout un langage, il y a toute une culture à laquelle il faudra s'adapter très rapidement quand on arrive. Si on a ouais, fait un exa stage, eh bien là, il y a la moitié du chemin qui va être faite. exactement, En plus, on aura exactement. potentiellement des références déjà pour un potentiel emploi et Mmh, c'est ça, des contacts et un côté réseautage qui est de plus en plus ouais, important aujourd'hui aussi. Maintenant, ouais, Maintenant, ma question est la suivante. Donc, tu as eu cette expérience en PME. Là, aujourd'hui, tu fais un MBA. Donc, j'aimerais savoir, c'était quoi la réflexion et qu'est-ce qui t'a mené à décider, bon, là, il faut que mmh j'investisse dans ma formation ouais, pour m'amener quelque part. Et ça, on n'en a pas encore ouais, parlé. J'aimerais savoir, ouais, ouais. c'était quoi ta Donc comme réflexion je là-dessus? disais, hein, pendant cette expérience pro, j'ai touché à tout, toutes ces fonctions de l'entreprise, mais finalement sans aucune connaissance du domaine. Donc Google était mon meilleur ami, même si Mhm. on fait pas de pub, mais bon, ça reste ça reste le moteur de recherche numéro un. C'est clair. Et voilà, je suis allée chercher toutes mes informations, tout ce dont je ne savais pas, sur internet ou autour de moi parce que je partais de rien en fait, Mhm. hein, donc bon, ça a fonctionné pendant quelques années, mais au bout d'un moment, j'avais besoin de il me manquait quelque chose. J'ai besoin d'acquérir des process, d'acquérir des routines, des modes des connaissances tout simplement, hein. Mhm. C'est très bien, j'ai pu appliquer pas mal de choses dans tous ces domaines. Ça s'est bien passé, c'est super. Il y a eu des ratés, hein, comme partout. Mhm. J'apprends, mais s'il existe des écoles de management, c'est pas pour rien. Enfin, il y a des Mhm. choses qui peut-être sont innées, mais il y a quand même des choses qui s'acquièrent. Mais Donc oui. heu, donc je me suis retrouvée face à ce questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je retente une formation? Je tente le coup et finalement c'est l'envie de vraiment maîtriser, tous ces outils qui a pris le dessus et j'ai absolument aucun regret parce que Mhm. ce que j'ai appris en arrivant à MBA, c'est, tout comme, quand j'avais mis le pied en entreprise pour la première fois, c'est que je ne savais rien. Donc du coup, Mhm. même ces 3 années de mise en pratique d'outils, ou de procédures, de processus, de méthodes, voilà, on a
mis en place énormément de choses, ça a fonctionné, c'est super. Mais au final, je me suis rendu compte que ça avait un nom. Il y avait des termes Mhm, sur mhm, mhm, certaines organisations, certains modes de fonctionnement, certains outils qu'on utilisait. Et il y a des domaines que je ne connaissais absolument pas et que je ne maîtrisais pas du tout. Je faisais du bidouillage et tant mieux si ça fonctionnait. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être un petit peu cohérent avec soi-même et comme je veux rester dans ce domaine-là, dans ce domaine du management en général, il fallait que je formalise toutes ces 3 années de travail, et ces compétences acquises sur le tard, on va dire, par des connaissances plus formelles mhm. et par un diplôme qui représente, je pense un bon complément à ce que j'ai appris au cours de mon doctorat, Oui. justement. C'est intéressant que tu parles du côté de terminologie et de mettre des noms aux choses. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a tout un système, toute comment dire, une panoplie d'outils. À un moment Mmh. donné, moi, je regardais quand j'étais dans une boîte, je faisais de la rédaction médicale. Il y avait certaines personnes qui transitaient vers la gestion de projet et là, ils regardaient la certification PMP. Et j'ai Ouais, regardé ça. Après, finalement, je ne l'ai pas fait, mais il y avait. C'était beaucoup de ça. C'est. Si tu peux regarder ça comme bon, mais c'est tout assez logique, c'est pas sorcier, mais en même temps, la clé de ces formations-là, c'est tout le système qui a été mis en place, un langage que si tu es manager et tu parles à un autre manager et vous comprenez tout de suite. Et exactement, après, aussi la panoplie d'outils qui vient bien avec sûr, et auquel, une fois que tu as eu cette formation, j'imagine, et tu pourras en parler un petit peu plus, mais bien là sûr. tu penses, t'as pas besoin de chercher ni de bidouiller, là tu ouvres ta boîte à outils et tu sais quoi utiliser Exactement. dans un certain Exact contexte. et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure concernant la culture d'entreprise. Enfin, ce qui fait aussi la culture d'entreprise et la posture professionnelle, c'est d'avoir un discours quand même qui soit un minimum commun, pour qu'on puisse se comprendre. Mmh. On peut faire de la gestion de projet, très formatée, très c'est voilà avec la certif et cetera et on peut faire du management de projet, de la gestion de projet, un peu au fil de l'eau avec un peu de «bon sens» entre guillemets ou autre, mais à un moment donné, si on n'arrive pas à transmettre les informations ou à communiquer avec, son client ou ses responsables ou ses équipes parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, on va perdre énormément de temps Mmh. et du coup de l'argent et de l'énergie et de la motivation derrière et de l'engagement. Donc l'idée, oui, c'est d'avoir un langage commun qui contribue justement à cette culture d'entreprise et à acquérir une certaine posture professionnelle enfin, qui moi m'a manqué, Mmh. pendant ma formation doctorale. J'avais aucune idée de comment rédiger un CV Mmh. Ouais, c'est ou, clair. heu, ou, ou comment me comporter en entreprise. Enfin, moi je pouvais aller au boulot en tongs si je voulais, c'était pas on se tutoie tous dans les labos, enfin c'est pas du tout le même rapport. Le rapport à la hiérarchie est pas du tout le même, Non. donc ça apprend ces petites choses-là, donc Et le rapport au projet aussi, ça, j'ai eu des conversations, beh, tu peux me confirmer, mais un projet qui marche pas après 2 semaines dans le privé, on le lâche et on passe à d'autres choses. En tout cas, ouais. est-ce Bon, que ça tu dépend du ça projet, dépend du mais projet, oui, oui, on se mais met des deadlines. là, Ça ouais, dépend du projet. je parle un peu basé sur des conversations que j'ai eues, Mmh. mais est-ce que tu as quelque chose j'aimerais que si tu pouvais faire un peu des ponts, mais en tout cas, des comparaisons entre, l'expérience universitaire en recherche versus ton expérience au privé, les grands pôles opposés, disons, entre l'un et l'autre. Je ne sais pas Les si. grands pôles opposés, ouais, déjà petit 1, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, ce que je viens de ce que dont on vient de parler là, c'est la posture au boulot. Ça, Mhm, c'est très, mhm, très, oui, très différent. oui. Ouais, mais finalement, ça peut être assez impressionnant pour quelqu'un qui sort de l'université d'aller en entretien d'embauche, et de devoir s'habiller ou de devoir, communiquer d'une certaine manière, en Mhm, fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Après, en termes de boulot, je vais commencer par les points communs. Enfin, moi, mhm. ce que j'ai trouvé en commun Point commun, oui, oui. entre les 2, c'est, dans le poste que j'ai occupé, après avec la chance que j'ai eue, bien sûr, hein, l'autonomie qu'on m'a donnée. Le fait qu'on face à une problématique, face à un souci, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ben, en recherche, pendant le doctorat, pendant toutes ces années-là, on dit: «Voilà, on a un souci, d'où ça vient?» On a un résultat qui correspond pas à ce qu'on avait espéré, d'où ça vient? Donc on remonte le fil, on change des paramètres de l'expérimentation et on essaye de voir un petit peu si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est des choses que j'ai pu appliquer, en entreprise. Puisqu'on Mhm, arrivait me voir, on venait me voir en me disant: «Bah, Ilham, là, ça fonctionne pas» ou «Avec cette personne, ça marche pas, c'est pas la peine». Et j'avais vraiment tout ce questionnement très factuel, tu sais, d'expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas déjà? Qu'est-ce mhm, qui ne fonctionne pas? Commençons par les bases.
qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ensuite de remonter jusqu'aux origines les plus probables. Enfin, j'ai quand même acquis le le surnom de Madame Pourquoi Comment dans cette boîte. Parce qu'on arrivait en me disant: «Ah là là, Ilham, là, ça va pas du tout, alors, c'est super, ça va dans les 2 sens, hein». Je dis: «Oui, mais c'est-à-dire? Pourquoi? Comment? Explique-moi», et puis finalement, en remontant le fil de tout ça, ça permettait de dégoupiller certaines situations de conflit, Ouais. ou au contraire de se rendre compte, que le problème venait pas de là où de ce qu'on pensait au départ, hein, mais que Mmh. c'était peut-être, une histoire simplement de reporting, de remettre en place des outils, ou un problème de formation, donc Oui, on met en oui, oui, oui. place des formations, et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi vient vraiment de ma formation doctorale, donc ça a été, ça a été super. Après, les pôles opposés, ça va être, par exemple sur la partie financière, Ouais. voilà, donc il y a des budgets en recherche, hein, les directeurs, après gèrent leur budget comme, de façon, enfin pour des gens qui sont pas formés à ça justement, de façon assez exceptionnelle quand même. Je pense qu'on leur donne pas assez de crédit par rapport à toutes ces tâches administratives et Mmh. financières, et dans le privé, on va devoir justifier avant de commencer un projet déjà que c'est un projet qui va être rentable ou pas rentable. Donc on arrive avec des chiffres en amont. La recherche, on peut se dire: «Voilà, ce projet-là m'intéresse, cette question-là m'intéresse». On n'est pas sur un retour sur investissement, c'est pas du tout le questionnement qu'on a en recherche, donc on va pouvoir, aller étudier des sujets qui peut-être ne donneront rien de concret, d'un point de vue, développement, mais c'est pas grave. C'est la recherche, c'est la connaissance qui prime. Et en entreprise, on va plutôt te demander: «Bah, OK, tu veux mettre ce projet en place, mais tu me donnes toutes les infos. Quel est le budget dont tu as besoin et quel est le retour sur investissement, dans, 2, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que la Voilà. boîte va y gagner, en fait? Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est ta Mmh. valeur ajoutée?» C'est vraiment cette question-là, et là, c'est quand même très à l'opposé de les 2 sont 2 mondes complètement différents par rapport à ça, quoi, Mmh. mais bon, après c'est le jeu, hein, c'est la liberté qu'on a dans la recherche académique, qu'on Mmh. retrouve un petit peu moins dans la recherche privée, ou dans le monde privé tout simplement, mais en même temps, peut-être un peu plus de moyens dans le privé selon les entreprises bien évidemment, mais un petit peu plus de Oui. moyens qui permettent de il faut faire des choix. Il faut faire des choix dans les projets, il faut faire des choix dans des priorisations, qu'on a moins besoin de faire, dans la recherche. Mmh. Et après sur, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que si un projet fonctionne pas, on arrête. Oui, il y a cette notion de reporting, il y a cette notion il y a des équipes de recherche, fondamentales où il y a, toutes les semaines vraiment un daily, enfin un weekly où on remonte toutes les informations, tous les résultats sont remontés et cetera. Mmh. Mais c'est pas le cas partout. Je sais que OK. pendant ma thèse, il y avait aucun suivi. Enfin, il y avait un directeur de thèse pour, 10 doctorants. Enfin, de toute façon, c'était voilà, l'équipe était super, hein, mais on n'avait pas vraiment d'encadrement. Donc, en termes de reporting et de discussion de résultats, c'était un peu compliqué, Mmh un mh. peu compliqué. Donc après, il y a des équipes qui sont, bien organisées aujourd'hui et qui fonctionnent, enfin, la plupart d'ailleurs, hein, fonctionnent très bien avec ce reporting-là régulier. Mais, mais je pense que c'est plus difficile de dire à un thésard, un doctorant, bah, au bout de 6 mois ou 1 an, tu laisses tomber ton projet, tu changes de sujet, tu passes à autre chose. C'est compliqué parce Mmh. qu'en France, c'est 3 ans de doctorat, donc si on a déjà passé un tiers du doctorat, à aller face à un mur, c'est très difficile, je pense, de revenir en arrière. Alors que dans Ouais. le privé, on aura moins de mal à le faire parce que c'est une histoire de budget. Après, au bout d'un moment, c'est pas j'aurais pas de retour sur investissement de ce truc-là, tu m'as coûté assez cher, on arrête tout de suite, quoi. Oui, oui, On oui. arrête tout de suite. Ça, c'est vrai. Donc ouais, je dirais peut-être que c'est là-dessus que ça va se que les choses vont se jouer, et puis au niveau du management. Management, l'encadrement dans le public, alors il y a des gens qui sont pas managers, hein, qui savent pas encadrer, des gens. Par contre, il y a cette capacité, cet écosystème avec qui on peut discuter. Il y a des docteurs, des doctorants, des ingénieurs, des stagiaires de master, enfin c'est Mmh. assez énorme, donc même si par moment, on peut manquer d'encadrement, il y a toujours, vraiment un écosystème d'échanges, de discussions, de résolution de problèmes, voilà, ça c'est super qu'on a peut-être un petit peu moins en entreprise où on est un petit peu plus cloisonné, dans son unité ou dans son équipe ou dans son projet, Mmh. peut-être un petit peu moins. Très bien, très Et bien. voilà, après, moi, j'ai eu la chance de pas avoir, aussi dans la boîte où j'ai bossé, dans la PME où j'ai bossé, de pas avoir de boss sur mon dos du matin au soir qui m'ont vraiment fait confiance. Donc Oui. ça, je peux garder cette autonomie-là que j'avais pendant mes années de Oui, recherche, ce qui est qui important. peut être une difficulté quand tu viens de la Exactement, recherche, ouais, d'avoir exactement. quelqu'un qui va attends, on parle de micromanager, mais juste ouais, Ouais, ça peut être difficile. ouais, bien sûr, Hem, bien sûr. En parlant, j'ai envie de te poser des questions sur le MBA que tu as Mmh. choisi et sur comment on choisit un MBA. Mais avant Ouais, ça, je voulais juste terminer la partie, sur, ton expérience en PME, et tu as parlé de difficultés, de ratés.
Qu'est-ce que tu dirais qui était comme ça à part le fait qu'on a déjà mentionné, de la terminologie, du langage, de la culture, si quelqu'un qui écoute pense aller à faire ce saut en entreprise, donc où tu dirais, là, allez vous former ou allez lire sur ça. Donc, quelle thématique t'aurait aidé à être un peu plus solide dans certains aspects que tu as, oui, où tu as eu un peu plus de difficultés, disons? Si tout ce qui touche aux aspects financiers, aux aspects financiers, suivi de budget, hein. On n'est pas obligé de faire de l'analyse financière poussée, hein, mais simplement de savoir, utiliser, qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment on l'utilise et comment on le suit. Parce que ça, c'est des choses Mmh. qui s'apprennent. Mmh. Encore une fois, hein, on n'a pas besoin de faire 5 ans d'études pour le faire, hein, mais ça s'apprend. Donc s'il y a des modules, là-dessus, faut y aller. Petits modules de comprendre un petit peu oui, tous ces aspects-là. Ça peut être des petits modules de compta, des petits modules de contrôle de gestion, mais ça apprend quand même certaines notions de suivi, de pilotage. Vraiment le Mmh. terme, c'est ce terme-là, de pilotage financier qui reste quand même quelque chose d'essentiel en entreprise. OK. Et je pense qu'à tous les niveaux, on est plus ou moins confronté à cette problématique-là. Donc, faut pouvoir comprendre. Si le manager vient en disant: «Mais là, on explose les budgets», faut pouvoir savoir de quoi on parle parce qu'on peut avoir tendance à dire: «Ah mais ça va, c'est bon, j'ai acheté, juste une imprimante de plus, faut pas exagérer, quoi». Faut se rendre compte que c'est peut-être à l'échelle de l'entreprise, que c'est peut-être voilà, que c'est peut-être toi tu as acheté une cartouche de plus, mais à côté ils ont acheté un ordinateur et cetera et cetera. Donc ça Mmh permet de mh. mieux appréhender l'ensemble, de mieux comprendre les rouages et le fonctionnement de l'entreprise. Mmh. Après, tout ce qui touche à l'encadrement d'équipe. Ça c'est, OK. les ratés les plus dangereux sont là pour moi. Parce que sur le reste, il y aura toujours un DAF, il y aura toujours un RH, il y aura toujours quelqu'un qui pourra essayer de rattraper un petit peu les erreurs. Mais sur l'encadrement d'équipe, sur le management, là, pour le coup, si on ne maîtrise pas, si on n'est pas à l'aise, si on a des problèmes de communication, si on n'est pas à l'aise dans la gestion de conflits, si on n'est pas à l'aise dans le fait de dire aux gens ce qui ne va pas, formez-vous. Mmh. Formez-vous, il y a du coaching en ligne, il y a des modules en ligne, c'est des choses qui coûtent pas très cher. Mmh. Demandez à l'entreprise de vous payer, du coaching individuel, hein. Maintenant, ça se fait énormément, et formez-vous parce que vraiment, selon moi, de ma petite expérience et de ce que je peux voir autour de moi, quand ça ne fonctionne pas, c'est très souvent lié à une question d'encadrement, OK. de management qui ne fonctionne pas. Très Donc bien. ça, c'est essentiel. Et donc Et les hommes sont au cœur de l'entreprise, hein, faut pas l'oublier, hein, peu mmh. importe le domaine, hein. Mmh. Si les Mmh. hommes quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes, hein, c'est hommes avec un grand H, Oui. sont au cœur de tout ça. Si on ne réussit pas à les engager dans la stratégie de l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise, alors aller vraiment aller les faire c'est un travail d'équipe, mais un vrai travail d'équipe et là, le manager, il a un rôle essentiel, vraiment Mmh. essentiel. En général, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème de management. Très bien. Non, je trouve que c'est très important, mais ce serait peut-être pas simple d'aller chercher ces formations-là ou des modules comme ça à l'université. S'il Ouais. y en a, parce que là, les universités ont de plus en plus d'offres comme valorisation ou préparation à la profession. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses comme ça. Donc, Oui, clairement, oui. finance, budgeting, si c'est Ouais, offert par après votre université, budgeting. allez-y, là. Ouais, le budgeting, après, ça va avec aussi tout ce qui est budget, ça va avec le management de projet. S'il y a un Mhm. module management de projet d'innovation, mais prenez, parce que c'est quelque chose qui sera utile dans toutes les entreprises. Mhm. Dans toutes les entreprises, on en a, que ce soit du projet classique, du projet agile, du projet, peu Oui, importe. oui, 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 C'est oui. c'est des choses qui vont être utilisées partout. Donc, et ça, je pense que maintenant, les écoles doctorales, les universités proposent ce Moi, type je pense que oui, oui. de modules-là. Donc, il faut le faire absolument, parce que dans ces modules-là, il y a ces aspects de suivi et Mhm. de suivi financier, et de budget. Donc, Mhm. ça, faut vraiment ça, faut le faire, faut pas hésiter. Et puis tous ces modules aussi de posture professionnelle. J'insiste là-dessus, mais on n'est pas formé pour aller en entreprise. Mhm. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? Qu'est-ce que le monde professionnel? Comment on se positionne face à un recruteur? Comment on se valorise? Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Oui. C'est des choses qui s'apprennent. J'ai 2 commentaires. Un, Mmh. allez faire ces choses-là, même si vous voulez, être en recherche, parce qu'à un moment Bien donné, sûr, là, si vous êtes chercheur, vous avez une bien sûr. business. La business, c'est votre labo et Exactement. donc ça Ouais, va être super utile pour vous. Donc, ouais. ne pas perdre l'opportunité Mmh. d'utiliser ces ressources qui vous sont offertes à l'université si elles le sont, parce Ouais. qu'après d'aller les chercher à l'extérieur, ça sera payant puis plus compliqué. Mmh. Après, deuxièmement, question de la posture. Si potentiellement des cours en lien avec ça, des formations en lien avec ça, ça court pas les rues. Mais s'il y a des séminaires, quelqu'un vient visiter et vient parler de leur carrière,
n'hésitez pas, quand c'est l'heure du café avec la personne, d'aller poser des questions. Les gens qui viennent aux universités parler de leur carrière et parler de ce qu'ils font, d'habitude, ils sont ouverts à en donner un petit peu plus, mais il faut les approcher et il faut pas être timide d'aller leur poser des questions extra. Et cette question de la posture, de c'est comment le jour, etc., c'est quoi les différences de culture, il y a personne de mieux que ces gens-là pour vous donner les réponses. Je trouve ça très intéressant que tu mentionnes ça. Mmh. Maintenant, il y a beaucoup d'offres pour différents types de formations, certifications, etc. Mmh. aujourd'hui, en ligne, pas en ligne, mais maintenant Ouais. surtout en ligne, à cause surtout de Oui. la pandémie. Oui. Mais dans ton cas, donc c'est l'IAE de Paris, c'est là que tu fais ton MBA. Est-ce que tu peux parler du processus de choix que tu as fait et peut-être partager quelques conseils aux gens qui nous écoutent? Je voulais f j'hésitais au début sur le type de MBA que je voulais faire. Est-ce que je faisais un exécutif? Est-ce que j'allais sur un MBA, généraliste? Est-ce que j'allais sur un MBA plus spécifique de mon domaine? Parce qu'il y a des MBA en communication santé, par OK, exemple, OK, accès ou en vraiment. affaires médicales ou tout ça, ouais. Et j'ai choisi de faire un MBA en management, généraliste, en management administration des entreprises parce que j'avais vraiment ce souhait et cette volonté. Alors peut-être que c'est une erreur tactique, hein, mais en tout cas, c'était Mmh. mon souhait de vraiment, je cherche pas à être experte d'une fonction de l'entreprise, mais j'avais besoin d'avoir cette vision globale, cette vision d'ensemble pour vraiment appréhender tous les tenants, tous les aboutissants Mmh. des, de l'entreprise, de ses parties prenantes, voilà, qu'est-ce qui me permettrait, par la suite de mieux gérer, mon futur poste de manager, de responsable de X ou Y, peu importe encore, je sais pas encore où je finirai, donc j'ai choisi un management généraliste. Donc ensuite, il y a eu, le choix du type de MBA, pardon. Là, il y a plein d'écoles, donc après évidemment, on regarde, hein, les grandes écoles et cetera et il y a toujours la notion du budget qui rentre en ligne de compte, parce que le MBA, je le finance moi-même, Mmh. et un billet, ça coûte de l'argent, faut en être conscient. On Ouais. peut demander des aides et cetera, mais ça coûte de l'argent. Donc j'ai essayé de trouver le MBA avec comment dire? Un rapport, prestations fournies, connaissances, qualité de l'école et tarifs qui rentrent dans mes choix et l'IAE, c'est un billet qui est bien coté. Mmh. Un de mon ancien directeur, général de mon autre boîte, de ma boîte précédente, l'a fait il y a très longtemps et il me l'avait OK. vraiment recommandé et puis après on allait regarder sur le site, ça m'a convaincue donc après, hein, si vous avez l'opportunité d'aller faire des MBA dans des grandes écoles, je je suis pas sûre qu'on apprenne plus de choses. Par contre, je pense qu'on gagne peut-être en réseau, OK. je sais pas. Heu, Après avec cette histoire de pandémie, hein, autant dire que voilà, moi ça devait être en présentiel. On a passé les 3 Ouais, quarts du temps en distanciel, donc ça enlève un petit peu au, à l'expérience, ouais. ouais, à l'expérience, à l'intérêt qu'on recherche, mais finalement on crée des relations, même via Zoom, Ah oui. voilà, aujourd'hui j'ai des amis dans ce MBA, on se voit régulièrement, on a un resto de prévu la semaine prochaine, enfin Yeah! c'est voilà, malgré tout on crée des liens, et l'expérience du MBA au-delà des connaissances qu'on acquiert, c'est d'apprendre à travailler avec des gens, très différents. Parce qu'on a Mmh. dans toutes les matières qu'on doit préparer, il y a des présentations à faire, des présentations sur des cas pratiques, des études de cas systématiquement, des cas réels ou pas réels, mais en tout cas, c'est des cas pratiques qu'on peut Mmh. rencontrer en entreprise et on travaille en groupe de, 2, 3, 4 personnes, qui travaillent différemment, qui ont des attentes différentes, qui ont comment on dit? Des plannings différents, parce que c'est un exécutif que je fais, donc les gens travaillent en parallèle, hein, travaillent en parallèle, ont leurs enfants, leur famille, ce qui nécessite de travailler le soir, les week-ends, donc c'est assez, rude en termes d'implication et d'engagement, individuel. Faut être solide, Mmh mh. faut, Mmh voilà, mh. faut Mmh. pas lâcher, hein et vraiment ça permet de oui, de comme en entreprise finalement, on peut se retrouver à travailler avec des gens, différents et l'idée c'est de trouver un terrain d'entente et de faire en sorte de rendre quelque chose qui soit, relativement, cohérent avec ce qu'on veut fournir et ce qu'on veut présenter. Mmh. Donc et c'est génial en termes d'expérience, humaine, c'est quand même assez fou, quoi Oui. et
Et C'est intense comme formation par contre, hein. Faut être prêt à bosser beaucoup. oui, Beaucoup, ça, beaucoup, hein, c'est faut ce le que j'ai, savoir, hein. c'est ce que j'ai Et on entendu. n'y va pas, ouais, Ouais, du dos de la cuillère. mais c'est super. Mais Ouais. question, alors là, tu parlais d'un mémoire que tu prépares. Ouais. Et c'est la première fois que j'entends parler de mémoire dans le contexte d'un MBA. Est-ce que c'est quelque chose de particulier à ton MBA ou c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre n'importe le MBA qu'on s'inscrit? Non, non, il y a beaucoup de MBA qui demandent, enfin après, je sais pas, vu qu'à l'IAE, c'est un master, donc c'est un master, donc c'est bien reconnu en France, plus un MBA. Donc c'est vraiment là, c'est la double OK. appellation. C'est peut-être pour ça qu'il y a Ah, qu'il y OK, un a qu'il y a ce mémoire mémoire de recherche, mais j'ai une amie qui fait un MBA, autre dans une autre école et qui aura un mémoire à faire également, mais à aussi. la fin. Tout comme il y a des MBA où il y a des stages, d'autres il y a pas de stages obligatoires. Donc non, non, ça existe dans beaucoup de MBA, c'est d'avoir ce petit travail de recherche sur, une ou plusieurs fonctions de l'entreprise avec une Mmh. thématique, au choix. On est libre de choisir, le sujet et l'idée étant de répondre à une question de gestion, on va Mmh. dire, une question de management, qui n'a pas encore été, trop abordée. Très bien. Et est-ce que ça peut être parce que là, tu le fais, full time, si je comprends bien? Donc Non, c'est en part-time, c'est en justement, part-time. c'est en Ah, OK. part-time. Ouais, ouais, c'est en Alors combien de temps part-time, sur combien de temps? Juste pour que les gens puissent, un peu avoir une idée, là. Alors, ouais, donc moi, c'est un executive MBA en journée bloquée, ce qu'on appelle en journée bloquée. OK. Ouais, donc on a commencé, en septembre dernier, on finit en décembre, donc c'est sur 15 mois. 15 mois, 2 vendredis, samedis par mois à peu près, moyenne. Après, quand on a commencé, on pensait qu'on aurait, je sais pas, l'équivalent de 10 heures de travail individuel par semaine à fournir, c'est beaucoup plus. Après tout dépend encore une fois de l'investissement qu'on veut y mettre, hein, Mmh. mais personnellement, j'avais vraiment tellement l'impression de partir de zéro que j'ai énormément, énormément travaillé pour essayer de rattraper, mes lacunes et mon manque de connaissance de l'entreprise Mmh. et si on veut, ouais, avoir un certain niveau de rendu, si on est un peu trop exigeant avec soi-même, ça peut, vite prendre, plus de ouais, 30 heures par semaine, assez facilement OK, quand même, quand si on même. veut OK. vraiment, Ouais, ouais. c'est Si vraiment après, ça fonctionne si voilà, si on y met, 10-15 heures, ça fonctionne aussi, hein. C'est un travail d'équipe encore une fois. oui, Il faut gérer oui, ça avec oui. son groupe de travail et voilà, mais donc voilà, c'est 15 mois, donc vendredi, samedi, et le mémoire est à faire en parallèle, donc là, sur le dernier semestre, en parallèle des dernières matières, donc ça va être assez intense ce dernier Aïe, semestre aïe, qui aïe, nous très attend là. bien. Ouais, Et et ça et va être assez intense. et par rapport à ton mémoire, je sais que tu es en recherche de données encore, Oui, mais est-ce que tu as eu déjà des conversations intéressantes? Est-ce que, tu as oui, des pistes que tu suis déjà, et oui, que tu j'ai eu aimerais partager alors, avec les auditeurs et auditrices? j'ai parlé avec, différents profils. J'ai parlé avec un recruteur, qui travaille dans une, boîte spécialisée dans le recrutement et dans le placement des docteurs, heu et super discussion. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Mais c'était avant que je définisse vraiment mon sujet, hein. Mmh C'est on mh, a mmh. discuté un petit peu de la place du doctorat en entreprise et cetera et une des choses qui ressort quand même, ça reste le fait qu'il y a quand même énormément de docteurs pour pas beaucoup de place. Donc, il Mmh. y a quand même un questionnement à avoir là-dessus. Je ne sais pas où en sont nos gouvernements, dans cette réflexion-là, mais bon, par exemple en bio, il y a énormément de Ouais, docteurs en bio et pas beaucoup de place dans le public ou dans le privé en non, fait c'est clair. si on veut rester dans ce domaine-là. En tout cas, donc ça reste, un problème. Après, il y a d'autres, domaines où c'est voilà, tout ce qui touche à la data, enfin, si vous avez la possibilité, même en étant doctorant en bio, hein, d'aller faire un module en data science ou en big En data ou en Python ou analyse, quelque chose, ouais. stats plus poussée, ah ouais, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Vraiment, faut y aller, mais sans problème. Faut vraiment pas hésiter si voilà, moi j'avais aucune appétence pour le code malheureusement, c'était très compliqué pour moi, Mmh. mais si vous avez un petit peu de voilà, si ça ne vous rebute pas, mais faites-le, n'hésitez pas parce que c'est vraiment recherché, c'est valorisé et vous Ouais. pouvez, là encore, pas qu'en bio et dans tous les domaines maintenant, tout ce qui touche à la donnée, c'est voilà, on sait, hein, c'est même plus l'avenir, c'est aujourd'hui, hein, mais ça Mmh. restera encore d'actualité pendant longtemps donc formez-vous là-dessus et je sais plus ce qu'on disait de plus, je suis Mais en train de m'embrouiller. je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai eu 2 Oui, oui, invités. Un d'eux, est maintenant, scientifique des données dans le domaine, de la mode, carrément, et lui il a fait un doctorat et un postdoc en chimie, et l'autre, dont je me souviens, il est dans le domaine, des assurances, et donc c'est ça, c'est si vous pouvez, aller chercher
Python, par exemple, ou il y a certains langages, je pense que Python, c'est celui qui est le plus, en tout cas, que les compagnies, les sociétés sont plus intéressées à avoir, plus que MATLAB et des choses un peu plus académiques. Ouais, MATLAB, ça reste spécifique, ouais, plus C'est académique, ça. exactement. Allez-y. Comme disait Ah ouais. Ilham, n'hésitez pas. C'est Ouais. tellement recherché et valorisé et Ouais. après, et après, ça pourrait être dans tous les domaines parce que vous allez résoudre des problèmes. Là. Lui qui travaille dans la mode, il travaille pas avec des vêtements ou avec des souliers. Il Mmh. travaille sur des problèmes et des questions et des algorithmes en tout cas, pour une application dans ce domaine. Donc, Tout à fait. je voulais juste Ouais. rebondir ce que tu dis et renforcer l'idée. Ouais. Analyse de données, data Ouais. scientist, comme on dit Ouais, ouais. en anglais, super, super bon Mmh créneau mh. pour les docteurs. Ouais, complètement, complètement. Et donc voilà, vous savez, je sais maintenant où je voulais en venir. Donc les personnes avec qui j'ai discuté aussi avec, Assia Asrir. Je sais pas si Oui, tu vois la mais oui, voilà, mais oui. je suis, assez fan de cette jeune femme. On a eu une discussion super sympa sur, bah, justement par rapport à mon mémoire, par rapport à ce que je voulais faire et c'est vrai que tout ce qu'elle met en place avec son amie et collaboratrice Delphine, et associée Delphine, oui. c'est super. Enfin, je pense qu'on va on est sur le bon chemin avec des personnes comme ça qui s'investissent autant sur des projets. Donc ouais, c'est résilience, hein. Je pense que les gens maintenant, on commence à un petit peu voir tout ça, ouais. Et de discuter avec ces personnes-là, bah, ça rebooste aussi parce que pareil, hein, elle est prête à me mettre son réseau à disposition si besoin. On a discuté de toute cette valorisation du doctorat dans le monde de l'entreprise, du Mhm, fait de se former, de se continuer à se former et finalement ça vaut pas que pour les docteurs finalement. Aujourd'hui, la formation, sa formation professionnelle, c'est quelque chose de plus en plus valorisé, de plus en plus demandé donc faut pas hésiter et après j'ai contacté des gens un peu au hasard sur LinkedIn, des docteurs qui ont fait un MBA également. Une des personnes, une jeune femme, me disait justement que quand elle avait commencé, elle a pris un poste de je crois de responsable commercial, dans une boîte et au début, elle comprenait pas trop ce que son doctorat lui avait apporté et puis, c'est avec le recul qu'elle s'est rendue compte que oui, ces compétences-là qu'on acquiert au cours du doctorat d'analyse, de communication, de compréhension, d'écoute, de réflexion, de prise de distance, mhm. enfin tout ça, c'est finalement on elles sont transférables à d'autres postes et elles s'appliquent. Et elle m'a dit également que son MBA, bah, ça avait permis de compléter ce panel-là de compétences par des connaissances plus liées à son nouveau domaine d'activité, hein, et qui lui ont permis derrière de faire le lien entre les 2. Donc non, il y a beaucoup de gens qui répondent. Là, il faut que je relance un petit peu. C'est l'été, donc je me dis que je vais laisser un petit peu, les gens se profiter du soleil là où il y en a. Oui. Mais je suis en train de préparer des questionnaires, hein, pour pouvoir interroger des docteurs. Mais j'aimerais aussi parler avec des recruteurs ou des managers, qui ne sont pas forcément docteurs, hein, mais voir un petit peu quel est leur positionnement par rapport au recrutement de docteurs en entreprise en général, Mhm, à des postes de manager en particulier. Ce qu'ils attendent d'un manager aujourd'hui en entreprise? C'est quoi un bon manager aujourd'hui en entreprise? Avec le covid qui est passé par là, la crise, ça a rebattu un petit peu toutes les cartes. oui. Le management à distance, voilà, qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui finalement? Et est-ce qu'il y a pas de place pour, je sais pas, je suis peut-être un petit peu naïve, hein, mais je me dis que là, avec tout ce changement de rapport au travail, de recherche de sens, de rapport à la culture d'entreprise, mais pas culture KPI, culture engagement, culture, humaine. Mhm, Il y a peut-être une petite place pour nos petits PhD aussi qui souhaitent un petit peu apporter leur contribution à tout ça et qui arrivent avec beaucoup de volonté, beaucoup de capacité de travail qui est quand même assez impressionnante. On le oui. dit pas assez, hein, mais le doctorat, ça reste, une charge de travail assez dingue. Et ouais, mais je sais pas, je me dis que tout ça, ça peut contribuer à ouvrir la voie à d'autres façons de travailler et du coup à d'autres profils en entreprise Oui. dont le PhD. Je trouve, Voilà. je suis pas mal de la même opinion qui est on est comme société, clairement, ces dernières décennies et ces dernières années nous montrent qu'il y a des problèmes de plus en plus complexes auxquels nous faisons face comme société en général et autour du monde. Et que d'avoir des gens qui viennent avec un profil PhD, comme tu disais, ça peut être des gens très adaptés à répondre à ces questions
plus complexes, d'ordre des fois social, d'ordre Bien sûr. technologique, scientifique. On parle du climat, on parle de Mmh. migration. C'est, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ilham, Ouais. on arrive vraiment à Oui, la fin oui. de l'entrevue. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié ton point de vue sur, déjà, l'expérience que tu as eue et comment et le regard que tu as sur ton expérience et sur ce que le doctorat t'a apporté dans ton expérience d'abord en PME et maintenant en MBA. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va venir par après. J'ai aussi très hâte de voir les résultats Ouais, euh, ouais, je de, te les enverrai. de ta recherche. Et éventuellement, je le partagerai avec les auditeurs de Mmh. Papa PhD. Maintenant, si un auditeur, une auditrice a été interpellé ou par ton projet, par toi, par ton partage et veulent te rejoindre, Mmh. c'est où, comment ils font, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? LinkedIn, mail, je sais pas si tu partages après les infos Je, sur le tu me donneras les infos, mail, tu peux partager sans problème, je ouais, les mettrai ouais, sur la page, mais LinkedIn ouais. c'est très bien, Ouais, je mets ça. LinkedIn, je suis connectée, mail, aussi, un peu Gmail Mm. sans aucun problème, donc il faut pas hésiter. Moi, je suis toujours avide et curieuse de discuter avec des profils, qu'ils soient identiques ou différents, hein, Mhm. et des gens qui soient d'accord ou pas d'accord. Parce que j'aimerais bien avoir un petit peu aussi de confronter un petit peu Oui, les opinions et les discussions dans bonne intelligence, bien évidemment. Et pareil, je sais pas si par hasard il y a des RH qui vont écouter tout ça ou des gens qui connaissent des RH ou autres, mais j'aimerais vraiment avoir leur retour là-dessus et notamment, toutes ces boîtes de conseil en management, est-ce que c'est quelque chose qu'ils envisagent un petit peu dans l'avenir proche ou pas mhm. de discuter avec des docteurs? Mettre tout le monde autour d'une table, ce serait super. Une table Oui. ou d'une table Zoom, mais Ouais, bon, ben, mais c'est. Regarde, on moi, verra bien. j'ai plusieurs contacts qui sont un petit peu dans ces eaux-là. On en Mmh. reparlera après. Ouais, Maintenant, dernière chose que je vais te demander. oui, Euh, Il y a beaucoup de monde qui ont dû attendre pour défendre leur thèse et maintenant les choses débloquent, donc il y a des défenses qui se font. J'en vois à gauche, à droite maintenant. Pendant que dans l'année qui est passée, c'était ouais, très, très, très lent et c'était arrêté pour beaucoup de ouais, monde. Euh, de transiter d'un doctorat vers ce qui vient après, ça peut être très simple, surtout si c'est un postdoc, mais même si, ouais. bon, c'est pas super, Oui, c'est pas c'est pas toujours toujours facile. comme ça. Mmh, oui. Mais est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement pour les gens qui, un peu comme toi, savent déjà ou sont en période de transition, cherchent déjà leur prochain emploi, que ce soit au privé ou pas, mais qui sont un peu dans cette difficulté parce que là, tout est ralenti à cause de la COVID, les Ouais, embauches aussi. Est-ce que tu ouais. aurais deux, trois mots d'encouragement à leur partager? Bah, déjà, je voudrais leur tirer mon chapeau quand même parce que cette année a été extrêmement difficile pour tout le monde. Bon, pour les étudiants en particulier, pour les doctorants, je j'imagine pas parce qu'eux, ils ont continué à travailler et sans pour autant pouvoir Ouais, arriver au bout de tout ça et puis même en pouvant même quand ils peuvent soutenir, il y a pas la fête qui va avec. Enfin ouais, moi, ma soutenance de thèse, voilà, il y avait un pot derrière, on est sortis, on a tous enfin c'est tout un c'est clair. enfin c'est je tu quand tu me disais, il y a eu ces reports de thèse, je pensais aux gens qui ont reporté leur mariage. Je me dis: «Oui, mais c'est une célébration, c'est un événement en Ouais. fait, cette soutenance de thèse et c'est quelque chose c'est un aboutissement après des années de boulot et franchement, bravo à vous d'avoir tenu et d'avoir été jusqu'au bout. Maintenant, oui, la situation en ce moment, elle est compliquée, mais elle va se débloquer et si elle ne se débloque pas, si ça reste aussi difficile, formez-vous, faites quelque chose, faites un certificat en ligne, des modules, des MOOC, Mhm. allez sur FunMOOC, il y a plein de modules, gratuits, plein de formations, que vous pouvez suivre et accrochez-vous et si vous voulez, changer de voie, bah, changez de voie, tentez. Tentez, la difficulté, ça va être de passer le cap du CV. Faites un CV original, contactez, démarchez les boîtes, n'attendez pas qu'on vienne Mhm. vous chercher et surtout, 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 si jamais vous voulez rester dans l'académique, mais il y a pas de poste, ça arrive et que Ouais. finalement vous vous rabattez sur le privé, réfléchissez bien déjà à ce que ça implique, à ce que vous voulez faire et il y a aucun problème, hein, à se dire: «OK, j'ai pas de boulot là, faut bien que je mange». C'est pas un souci, mais ne le dites pas aux recruteurs parce que C'est ça, c'est clair. un truc qu'on peut avoir tendance à faire. Nous, en docteur les docteurs, on se dit: «Oh bah, de toute façon, soyons nature». Non, ça c'est OK, vous avez besoin de manger, c'est une bonne motivation et ça permet vraiment du coup, de se donner à fond pour obtenir un job. Mais essayez de renseignez-vous sur les boîtes en question et qu'est-ce qui peut vous plaire et qu'est-ce que vous pouvez vous apporter et valorisez vos compétences. Valorisez vos compétences, vous attardez pas sur tout ce que
sur toutes les PCR que vous avez faites, c'est pas forcément ça qui est important. Mais qu'est-ce que ce doctorat vous avez pris? Vous avez été obligé de négocier avec des fournisseurs, par exemple, pour avoir vos anticorps, mais ça, c'est une compétence transférable. C'est de la négociation avec les fournisseurs. C'est Mhm, c'est mhm, c'est pas j'ai négocié pour avoir mes anticorps, c'est vous allez négocier avec vos fournisseurs pour avoir un tarif, correct. mhm. C'est mettez en avant vraiment tout ce que vous avez fait, l'encadrement des masters, votre autonomie, v encore une fois, votre la charge de travail que vous êtes capable d'accepter et de prendre, et d'assumer et d'assurer par la suite. Ne lâchez rien. C'est une période difficile, mais avec votre formation, avec, votre, motivation, avec votre engagement, moi je suis sûre que tout le monde va trouver sa voie, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en recherche académique ou, ailleurs, tout simplement. Donc lâchez rien. Continuez comme ça. C'est des super beaux mots pour terminer notre entrevue d'aujourd'hui, super inspirant et encourageant. Ilham, merci énormément de la générosité de partager ton histoire, de partager ton expérience et ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on ait trouvé cette date et qu'on ait pu avoir cette conversation. Merci beaucoup à toi, hein, c'était vraiment top d'échanger et encore une fois, faut pas hésiter à me recontacter s'il y a quoi que ce soit. Enfin moi ma boîte LinkedIn est ouverte, il y Super. a pas de problème et puis j'espère que tu continueras à discuter comme ça avec des PhD qui viennent de tous horizons parce que c'est hyper enrichissant aussi pour nous et ça donne des perspectives et ça nous montre que rien n'est figé et que finalement, peut-être que, que les premiers applicateurs de toutes les méthodes agiles, ça reste les docteurs Oui. donc merci à toi. Merci énormément. J'espère que tu as bien aimé cette conversation au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si c'est le cas, et si tu ne veux pas perdre les prochains épisodes, les futurs épisodes d'au-delà de la thèse, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute de podcast préférée. Je suis sur toutes les principales plateformes. Si tu veux aider le podcast et que ta plateforme le permet, laisse une évaluation et laisse un commentaire adressé à moi, adressé à Au-delà de la thèse. Ça me fera plaisir de le lire et de te remercier sur un épisode à venir du podcast. Merci encore et à bientôt.